à cette deuxième conférence du cycle Data et Santé. L'idée que nous avons eue de monter ce cycle de conférences, c'est après un an je dirais de turbulence avec le Covid, turbulences qui nous ont touchés personnellement ou professionnellement, en tout cas qui ont touché la société. On s'est dit finalement qu'est-ce que les data sciences ont apporté à la lutte contre la pandémie. Et donc c'est dans cet esprit qu'on a monté ce cycle de conférences. Next slide. Ceci donc pour vous inciter à mettre dans le chat des commentaires sur où êtes-vous basé, ça c'est pour nos statistiques, et deuxièmement, qu'est-ce qui vous intéresse dans la thématique data et santé par rapport à votre job ou par rapport à vos pôles d'intérêt. Donc ce cycle de conférence vous est proposé par Romain, Véronique et moi-même, tous membres du Breeze Data Club. Voilà, merci à xxformat.com de nous avoir sponsorisé ce soir, notamment nous permettant d'utiliser sa licence Zoom. Alors, la présentation que nous aurons ce soir consiste donc à une présentation d'Olivier Briac qui va pendant une quarantaine de minutes se présenter lui-même et nous expliquer comment lui il a contribué à lutter contre la pandémie en utilisant des données. Ensuite, on aura une vingtaine de minutes de questions-réponses. Et puis, on vous demandera votre feedback sur l'événement, notamment pour pouvoir nous permettre de nous améliorer dans le fonctionnement. Vous aurez un petit questionnaire à remplir. Et puis, après ça, on aura un after-work auquel nous vous incitons vers, disons, 19h15. Voilà. Ça, c'est le lien, en fait. Oui, il y a les liens vous cliquerez sur les liens, ça nous permettra de donner votre avis sur un Google Form. Et en gros, il y a 3 questions. Il y a un QCM pour nous mettre une notation entre 1 et 5, et puis des questions ouvertes pour pouvoir améliorer des points ou au contraire pour mettre en exergue des points de la soirée qui sont bien passés. C'est très rapide. Donc, rapidement, juste le Breast Data Club, on nous a posé la question. C'est une association créée en 2017 qui est constituée à la fois de professionnels, d'étudiants et puis tout bénévole prêt à s'intéresser à l'écosystème de la data dans le Grand Ouest. Jusqu'à présent, on a eu une quarantaine d'événements, dont 3 éditions du Breast Data Day, donc une journée entière dédiée à la data organisée en Bretagne, en général à Rennes. On est une trentaine de membres dans l'association, dont plus de 1000 inscrits sur le groupe Meetup et plus de 600 abonnés LinkedIn. Tous les liens, vous les retrouvez dans le chat en début de discussion. J'essaierai de les remettre à la fin de la réunion, mais vous avez donc le lien sur LinkedIn et Meetup. Et donc, on travaille sur 3 points. Connecter les acteurs locaux et leur donner la visibilité régionale dans l'Hexagone et dans le monde. Rendre accessible la data au grand public breton. Donc, soutenir l'effort local pour répondre aux besoins. Et enfin, partager et communiquer les résultats des travaux sur la data sur la Bretagne ou réalisés par les acteurs locaux. Voilà les membres du bureau et du conseil. Et en juin prochain, on aura la prochaine Assemblée nationale. Assemblée générale. Assemblée générale. On est un peu moins nombreux. Pardon. Voilà. Pour devenir membre, c'est un clic sur Hello Asso. Ça vous permet d'accéder au Slack du club, de participer à des événements networking privés et donc aussi d'être participant à l'Assemblée générale et rejoindre le conseil, par exemple. Vous pouvez aussi devenir sponsor pour un événement particulier, comme aujourd'hui, pour l'aspect technique ou pour l'année, soit d'un point de vue financier ou technique. Vous pouvez également devenir speaker. On a un prochain cycle qui sera au cœur de la data, consacré plutôt à l'IA. Et à la rentrée, on aura un cycle données institutionnelles. Mais si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez l'adresse du président, donc Romain, qui est en dessous. Et on attaque notre premier cycle. À toi, Didier. Voilà. Eh bien,
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en quelques mots, le premier cycle Data et Santé s'intéresse au cours de 4 conférences. Il y en a déjà une qui a eu lieu la semaine dernière. On a la deuxième cette semaine. L'idée, donc, c'est comment les data science, comment les data scientists, comment les bases de données ont contribué à la lutte contre la pandémie de Covid. Donc, ce soir, next slide. Attends, donc là, c'est les 4 prochains. Voilà. Donc, ce soir, on a Olivier Braillac d'Octopies qui vient nous expliquer comment, dans l'utilisation des données, il faut pouvoir allier des problématiques de données personnelles, donc de privacy, tout en utilisant les données pour maximiser, disons, les potentialités de lutte contre la pandémie. Et donc, il y a un tuning fin à faire entre ces deux contraintes. Donc, je vais lui laisser la parole. Donc, Monsieur Braillac, vous allez vous présenter en quelques mots et ensuite vous aurez une quarantaine de minutes pour nous expliquer comment vous, dans votre métier, vous avez pu vous battre avec les données en vue de lutter contre la pandémie. Merci, c'est à vous. Eh bien, d'abord, je vais commencer par vous remercier de me convier à cet événement. Je suis d'autant plus flatté qu'on est à Nantes et que je ne suis pas tout à fait certain que ce soit vraiment la Bretagne. Mais en tout cas, j'ai le cœur breton et donc je suis ravi de pouvoir participer à cet événement. Alors moi, je vais vous parler de Octopies et donc de ce que la pandémie, de ce que nous avons fait pendant la pandémie, d'un point de vue très opérationnel, avec une solution, Argos, dont je vais vous parler dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, je vous partagerai notre vision, celle de la société, sur le capital des données et notamment la responsabilité qu'on doit avoir dans le partage des données, puisque le partage des données est générateur de valeur. Elle pose beaucoup de questions, heureusement qui sont encadrées par le RGPD, et puis des questions qui sont donc des questions légales, et puis des sujets qui sont des sujets beaucoup plus éthiques. Et c'est probablement un sujet encore même plus important, je pense, que ces considérations légales. Alors, je vais commencer par vous... alors, l'animateur ne m'a pas laissé la possibilité de partager mon écran. Donc, si vous l'activez, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Oui, tout à fait, je vous remercie. Vous êtes même animateur maintenant. Vous devez voir mon écran. Est-ce que c'est bon? C'est bon. On voit votre boîte mail par contre. Alors, du coup, c'est que je suis sur le mauvais écran. C'est ça, c'est bon là? C'est bon. Ok, super. Alors, pendant le confinement, très rapidement, en fait, on a été sollicité pour développer un outil qui puisse permettre de piloter la pandémie à un niveau local. Donc, on a développé une solution qu'on a vendue, une licence qu'on a vendue au CHU de Nantes. Et en fait, notre postulat de départ, c'était qu'il y avait beaucoup de sources de données qui étaient disponibles, mais qu'il n'y avait pas d'endroit où on pouvait agréger toutes ces différentes sources de données. En fait, à la question quel est l'état de la pandémie, la réponse, c'est toujours une interprétation qui est souvent issue d'une ou peut-être plusieurs sources. Et alors souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que l'interprétation qui est faite est une interprétation
au mieux de quelques sources, mais souvent, malheureusement, pour des questions d'accès à la donnée, hein, souvent des sources qui sont des sources publiques. Et donc, nous, on a décidé d'essayer de dépasser ce problème en développant une solution qui puisse permettre de donner accès à différentes sources de données, à la fois publiques, mais aussi des sources de données privées. Alors, les sources de données auxquelles qu'on a fédérées, c'est des sources de données publiques, donc Santé publique France, c'est le CIDEP, et puis c'est des données qui sont issues du service des urgences, de radiologie, de biologie du CHU de Nantes, des sources du SAMU, la Loire-Atlantique. Et puis la révolution qu'on a proposée, c'est d'intégrer des sources de données issues de SOS Médecins, qui est un de nos clients. Et en fait, cette perspective, c'est de créer un tableau de bord de données dont la nature et les sources sont distinctes. Et ça permet en fait d'apprécier l'évolution de l'activité médicale à plusieurs niveaux au parcours de soins. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait s'appuyer sur différentes natures de données et donc différents acteurs. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir avoir une vision qui soit la plus factuelle possible et qui ne laisse pas de place à l'interprétation. Donc, c'est le pilotage du Covid par la multidata sous une forme de collecte de données avec différentes sources. Et donc, on se dit que les données doivent éclairer la décision et que ce n'est pas l'intuition ou la perception, aussi bonne qu'elle puisse être, de professionnels de la santé, qui est de l'ordre du ressenti du terrain. Et voilà, le constat très fort, c'est qu'on se dit que c'est vraiment la donnée qui doit permettre de piloter les actions que l'on va prendre. Donc, on a identifié les principales données d'intérêt et donc les sources que je vous ai partagées pour pouvoir agréger ces données. Donc, on a très rapidement déployé une plateforme unique qu'on a baptisée Argos, comme une balise, pour pouvoir permettre au CHU à la fois d'avoir une vision la plus factuelle possible, qui lui permettent de piloter le nombre de lits qui étaient occupés par le Covid, et de se dire, voilà, aujourd'hui, on a un niveau d'engorgement qui est à X%. Voilà, on se rend compte avec les courbes et l'évolution des courbes que ce X%, il a des risques d'augmenter de façon très importante. Et ben, ça permet d'anticiper le pilotage de cette activité. Même si ça peut paraître choquant de parler d'activité, il faut quand même anticiper les arrivées des nouvelles personnes qui vont être hospitalisées pour le Covid, et puis aussi, finalement, les places qui sont disponibles pour les personnes qui ont la chance de pouvoir peut-être être décalées parce qu'il n'y a pas énormément d'urgence, mais des personnes qui ont besoin d'être hospitalisées pour quelque chose qui ne sera pas jugé prioritaire. Et donc, ça permet de piloter aussi ces activités qui peuvent être décalées et donc d'avoir une vision la plus factuelle possible. Alors, dans le tableau de bord qu'on a développé, on a permis de donner, avec les différentes sources, eh bien, en fait, le taux d'occupation qui était lié aux personnes qui étaient contaminées par la Covid. Et puis, on donnait aussi, grâce aux données de SOS Médecins, qui sont très pertinentes dans le sens où ces données-là ont un très fort pouvoir prédictif. Ceux qui sont parents autour de la table virtuelle ont peut-être déjà sollicité SOS Médecins, et souvent, SOS Médecins, c'est le premier relais de soins auquel on fait appel.
Donc, quand vous avez un enfant qui est malade en plein milieu de la nuit et que vous êtes inquiet parce que c'est votre premier enfant, vous avez envie d'avoir une réponse assez rapide et SOS Médecins, il répond très bien avec une disponibilité extraordinaire. Et cette caractéristique fait qu'ils ont plutôt une information de ce qui se passe sur le terrain avec une sensibilité de l'information qui est extrêmement fine. Et donc, c'est des données qui sont extrêmement prédictives de ce qui va se passer dans le futur. Pour le dire autrement, les données de SOS Médecins ont souvent une dizaine ou une quinzaine de jours d'avance sur ce qu'on va constater un peu plus tard. Étant donné que c'est le premier relais aux soins, eh bien, on va capter des signaux faibles qui vont être prédictifs de ce qui va se passer dans le futur. Et donc, on s'est servi de l'intégration des données de SOS Médecins en tant qu'éclaireur pour prédire l'affluence qu'il allait y avoir ou qu'il va y avoir dans les hôpitaux. Alors, je vais vous donner une illustration des sources de données sur le Covid. Vous voyez en violet sur l'écran qu'on a la proportion de Covid dans les cas sur SOS Médecins, et vous avez la même proportion qui est constatée aux urgences. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un décalage d'environ une semaine qui est extrêmement intéressant parce qu'en fait, cette hausse, elle est beaucoup plus forte chez SOS Médecins une semaine plus tôt, et en fait, elle annonce une vague qui va arriver. Et donc, toutes ces différentes vagues, on les a anticipées et on les a visualisées largement en avance grâce à ces données. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir fédérer dans un même endroit les courbes issues des données dans un tableau de bord qui va permettre de se rendre compte des évolutions actuelles et à venir, et donc de piloter les activités et les décisions en fonction de ce tableau de bord. Alors voilà une illustration des différentes sources de données. Vous voyez, vous avez le SOS, vous avez le SAMU, vous avez les urgences, et où on voit par exemple, ici, on voit qu'il y a eu une augmentation des données de SOS Médecins ici qui annonçait un début de hausse. Donc, à ce moment-là, on se rend compte que il y a un point de vigilance assez fort. On voit aussi des pics ici. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a des pics, les pics de SOS Médecins sont prédictifs de ce qui se passe par la suite. Donc, ce qu'on a développé avec la technologie, c'est qu'on a développé différents tableaux de bord. L'objectif, c'est plutôt de vous expliquer le concept que de rentrer dans le contenu précis. Mais on a développé un tableau de bord avec une alerte hebdomadaire qui permet à différentes personnes de suivre l'activité, alors en temps réel, mais aussi avec une lettre hebdomadaire qui permet de piloter finalement ces différents indicateurs. Alors en fait, ça paraît assez évident de se dire qu'aujourd'hui, bah oui, il faut partager les données. Alors oui, c'est vrai que partager les données, c'est une vraie richesse de créer de la richesse par le partage de la donnée. Mais la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est capable de le faire dans le respect des individus et de ne pas être à l'origine d'une fuite de données. Trop fréquemment, l'actualité se charge de nous rappeler que la fuite de données est quand même extrêmement sensible. Donc voilà, ce projet, il a été construit pour permettre de communiquer des courbes de données, et donc non pas des données, donc c'est des séries temporelles. Vous voyez, c'est des courbes, hein, c'est pas des personnes, on ne communique pas de données sur les personnes. Et donc Argo, cette plateforme, a été exclusivement hébergée sur l'infrastructure HDS du CHU de Nantes. Et donc, y compris au CHU de Nantes, ces données ne contiennent aucune donnée qui sont directement réidentifiantes. Et le fonctionnement de la plateforme qui est donné aux utilisateurs ne permet d'avoir accès qu'exclusivement aux courbes de ces données.
Donc, c'est vraiment un enjeu fondamental dans ce partage de données de toujours se poser la question de est-ce que les individus sont protégés et donc respectés. Et c'est ce qu'on a voulu, c'est ce sur quoi on s'est attaché avec le CHU de Nantes en hébergeant des données sur une infrastructure certifiée HDS. Donc voilà, dans un premier temps, ce que je voulais vous partager sur Argos. Et puis, si on a encore de temps, mais c'est Véronique, je pense, qui fera le maître du temps, je vous partagerai une autre expertise de Octopies sur justement cette question du respect de la donnée et du partage de la donnée. Est-ce que vous avez des questions? En attendant, je vous partage un prochain écran. J'ai une question à vous poser, Monsieur Briac. À quelle échelle vous avez travaillé? Vous avez cité le CHU de Nantes. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez au niveau de la Loire-Atlantique? Est-ce que c'est au niveau des Pays de la Loire? Est-ce que c'est à quelle échelle géographique? Oui, c'est une bonne question. Donc, on a déployé ça dans l'ouest de la France. Alors, c'est un peu tributaire des sources de données, mais globalement, c'est dans l'ouest de la France, la Loire-Atlantique, un petit peu de Vendée. Mais voilà, c'est vraiment des données qui sont issues du Grand Ouest. Du coup, tout le monde pouvait en bénéficier. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Qui pouvait en bénéficier du coup? Seulement Nantes ou alors les autres Alors, régions? en fait, voilà, c'est donc des données qui sont issues du Grand Ouest et qui pouvaient en bénéficier. Donc, c'est exclusivement aujourd'hui quelque chose qui a été déployé pour le CHU de Nantes à des vocations de pilotage du soin. Et aujourd'hui, on a différentes réflexions autour d'Argos pour démultiplier cette logique, puisque aujourd'hui on l'a déployé en Loire-Atlantique. Je vous dis, voilà, c'est vraiment des données qui ont été exploitées pour le CHU de Nantes, et donc on est en train de réfléchir à plusieurs duplications de cette solution pour le faire dans d'autres régions. Et puis même d'utiliser cette technologie-là finalement pour pouvoir faire de l'information auprès des citoyens et même de la prévention sur une sorte de météo de santé qu'on pourrait faire avec différents territoires qu'on est en train d'élaborer, de réfléchir en ce moment. On a deux questions d'Étienne Lardeur. Avez-vous mis en place des modèles prédictifs, par exemple, prédire une tendance? On va commencer par celle-là, et puis après, je poserai la question. La deuxième. Alors, l'application qu'on a développée, Argos, c'est un tableau de bord de série temporelle. Et donc, il a pour vocation d'être une source d'information et non pas un outil prédictif qu'on aurait développé au-dessus. Donc, c'est quelque chose qu'on a développé pour le CHU de Nantes qui l'exploite. Mais typiquement, dessus, on pourrait développer des applications sur les données. C'est pas ce qu'on a fait. C'est du descriptif. C'est complètement descriptif, c'est de l'information. D'accord. La deuxième question, c'est est-ce que votre contrat, notamment avec les appels SOS médecins, a été élargi, entre guillemets, et confirmé par d'autres CHU? Constat, pardon. Est-ce que votre constat avec ce que vous avez observé avec SOS médecins a été élargi, confirmé par d'autres CHU? Est-ce que votre constat, notamment appel SOS médecins, a été élargi et confirmé pour d'autres CHU? Est-ce qu'on a déployé la techno Argos dans d'autres CHU? C'est ça la question? Alors, Étienne, si vous voulez préciser. Peut-être qu'il peut parler au micro, ça sera peut-être. Oui, je vous ai donné les droits, du coup, je sais pas qui avait les droits en fait. J'ai plus de droits. Soit vous me redonnez les droits. Je vais lui demander d'activer son micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui.
Impeccable. Oui, non, c'était par rapport justement dans cette optique dite un peu prédictive. On voit que les données SOS médecins, en particulier, permettent d'anticiper des afflux au niveau du CHU. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui enfin, ça mériterait d'être confronté à une échelle plus large, pour, notamment dans ce que vous disiez, le projet qui peut être justement d'étendre la solution plus sur le territoire, quoi. Alors, pour l'instant, la solution n'a pas été déployée au-delà du partenariat qu'on a avec le CHU de Nantes. En revanche, on a différentes discussions pour la déployer en dehors, mais dans les médias, pour l'instant, elle a été faite et développée conjointement pour et avec le CHU de Nantes. J'avais une autre question à poser. La question des données personnelles est évidemment cruciale, et vous avez insisté là-dessus dans le cadre du RGPD, mais également pour des raisons éthiques. Néanmoins, il faut bien utiliser des ordinateurs. Néanmoins, il faut bien avoir des serveurs pour stocker les données. Donc actuellement, si vous êtes plein de bonne volonté, mais que vous mettez vos données sur un serveur californien, c'est moins bien protégé que si c'est fait sur un cloud souverain. Vous avez fait quel choix de protection pour vos données? Alors, les choix, déjà, on les a fait conjointement avec le CHU. Et donc, Argos et les données qui ont été celles d'Argos ont été d'abord exclusivement hébergées sur une infrastructure HDS, et en l'occurrence celle du CHU de Nantes. Et elle ne comporte absolument aucune donnée directement réidentifiante. Donc, on a été très ferme, en fait, sur ces critères-là. Et donc, les données elles seront hébergées au CHU de Nantes. Et donc, l'interface qu'on a développée ne donne pas accès aux données, elle donne accès à des courbes, des séries temporelles, des évolutions de données, et non pas aux données en elles-mêmes, y compris celles qui n'étaient pas directement identifiantes. Mais vous avez raison, c'est une question qui est intéressante, et c'est une bonne transition. S'il y a d'autres questions, j'y réponds avec plaisir, mais c'est une bonne transition avec la deuxième partie que je voulais vous partager. Alors, Jean-Marie a sa réponse. Je vous propose de continuer, puis on prendra une deuxième série de questions s'il y a besoin après. Oui, très bien. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous êtes chez moi? C'est bon. OK. Donc, je vais vous parler d'anonymisation, et en l'occurrence, c'est un mot dont on entend souvent parler. Alors, je suis navré, je n'avais pas fait attention, mais les slides que je vous présente sont en anglais, mais je vais continuer à vous parler en français. Je suis désolé, je n'arriverai pas à le faire en breton. Donc, je vais vous parler d'anonymisation. Souvent, quand on parle d'anonymisation, et si on posait la question, je ne vais pas faire l'exercice tout de suite, mais je pense que, bien que ce soir, on a un public éclairé, donc je pense qu'on n'aurait peut-être pas on n'aurait certainement pas la même réponse que celle qu'on aurait si on posait cette question dans la rue, mais si on pose la question dans la rue à la première personne qu'on va croiser, on aura toujours la même réponse. On va nous dire une donnée anonymisée, c'est une donnée dont on a supprimé le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de sécurité sociale, puis on pourrait rajouter d'autres caractéristiques. Bien, la réponse, c'est qu'en fait, ces données-là, ce ne sont pas des données anonymes. Je vais vous l'illustrer avec un cas de figure que j'utilise souvent. Eh bien, Netflix, il y a quelques années, ils ont publié une grosse base de données en libre accès. Donc, en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient supprimé les identifiants directs des personnes. Donc, il n'y avait plus marqué Olivier Briac, mais il y avait toujours marqué que dans le dataset qu'ils avaient publié en open data, que j'avais regardé le film La Grande Vadrouille le 15 décembre à 19h32, et puis que j'avais regardé Le Château de ma mère le 15 juillet à 17h42.
Et donc, on s'est dit, ces données-là, elles sont anonymes. Netflix pensait qu'il pouvait les déployer publiquement pour une volonté saine de dire on va faire grâce à ça, des prédictions qui seront meilleures sur la qualité de ce qu'on peut recommander à nos utilisateurs en affinité avec leur goût, puisque ça permet de mieux connaître les goûts. En fait, cette base de données, la première, elle a été donc supprimée des identifiants directs et elle a été publiée en open data. Il se trouve qu'il y a une autre base de données qui s'appelle International Movie Database, une base de données où on peut aller donner des appréciations sur les films qu'on a vus. Et ce qui s'est passé, c'est que le croisement de ces deux bases de données a permis de réidentifier 70% des personnes issues de la première base de données. Ça veut dire que le comportement de visionnage d'Olivier Briac est un indicateur qui agit comme un code-barre de mon identité. Il n'y a qu'une seule personne qui a vu le premier film dont je vous ai parlé, La Grande Vadrouille de mémoire, et le deuxième. Et bien ça, c'est hautement révélateur de mon identité, alors qu'on pourrait se dire que, en théorie, c'est pas du tout identifiant d'avoir regardé tel et tel film. Et bien en fait, si, quand c'est combiné avec des variables de date, d'heure, etc., c'est des variables qui sont identifiantes. Et ce qui m'amène à vous dire que dans la donnée, dans l'exploitation de la donnée, il y a deux usages. Le premier usage, c'est un usage personnel. Olivier Briac va chez le médecin et se fait suivre pour une pathologie. Il y va avec son vrai corps, j'allais dire, et donc ses vraies données. Et je donne mon consentement dans le cadre du soin pour que ces données soient exploitées pour me soigner à un moment T, et puis aussi un peu plus tard s'il y a besoin qu'on puisse me rappeler. Donc les données, elles vont être protégées. On est dans le cadre d'un usage individuel. Elles vont être protégées et puis elles vont être conservées de façon identifiante pour que on puisse me rappeler, on puisse me solliciter en me disant écoutez, ce serait bien que vous reveniez pour être traité pour tel et tel besoin. Donc dans ce cas-là, dans le cas de l'usage individuel, ce qu'on dit, c'est que ce sera toujours des données personnelles et ça ne changera jamais. Notre vision, c'est que le pari qu'on prend, c'est que dans 10 ans, on regardera cette situation en se disant c'est incroyable en fait. On exploitait aussi les données personnelles pour des finalités qui n'avaient rien à voir avec un besoin personnel. Moi, je prends le pari que dans 10 ans, on regardera cette situation en se disant mais c'est pas possible. On exploitait aussi les données personnelles pour faire autre chose. En fait, ce qu'on dit, c'est que toutes ces autres choses, donc là, c'est quoi? C'est tout simplement des analyses, c'est du partage de données avec de l'industrie pharmaceutique, c'est de l'enrichissement de données, puisqu'on a une cohorte dans un endroit et qu'on veut enrichir la première cohorte avec une cohorte qui est à un autre endroit. En fait, c'est tous les autres usages qui ne sont pas de l'ordre de l'usage personnel. D'un côté, on dit on a les usages personnels, de l'autre côté, il y a tous les autres. Eh bien, réservons les données personnelles aux usages personnels, et puis pour les autres usages, utilisons des données qui soient réellement anonymes. Et donc, je finis mon exemple, mon illustration sur ce que je vous partageais sur Netflix. Eh bien, Netflix, en fait, ils n'avaient pas besoin de données personnelles. Et les données qu'ils pensaient être anonymes, ça n'était pas des données anonymes, c'était des données pseudonymes. Les données pseudonymes, c'est des données qui sont débarrassées des identifiants directs, qui conservent les attributs indirectement identifiants. Je vous ai expliqué que malheureusement, en fait, comme on peut revenir aux individus, il suffit d'avoir une table de croisement et on réidentifie les individus. Netflix avait besoin de données anonymes au sens propre du terme, au sens du RGPD. Et ces données anonymes, eh bien, pour les avoir, Netflix, ce qu'il aurait fallu, c'est anonymiser les données et donc modifier, dans le cas que je vous ai partagé, la date du film que j'avais vu, l'heure du film que j'avais vu et même le film que j'avais vu. Donc en théorie, c'est assez simple de modifier les dates, mais toute la complexité, c'est d'empêcher la réidentification, mais c'est aussi de garder l'information qui est contenue dans les données, et c'est l'objet de la technologie qu'on a développée. Donc toute l'idée, c'est données personnelles, usage personnel. On n'est pas dans le cadre d'un usage personnel, n'utilisons pas des données personnelles. Il n'y a vraiment aucune justification aujourd'hui avec le type de technologie qu'on a développé de pouvoir faire
d'envisager de faire prendre un risque de réidentification d'une personne quand on a un usage qui est de l'ordre de l'analyse. Notre position, c'est de dire qu'il n'y a aucune justification qui permette de faire prendre un risque de réidentification à un éventuel individu. Vous n'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous avez des questions. Pas de questions en chat. Ok. Même, vous pouvez prendre la parole si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre en direct. La technologie qu'on a développée, c'est une technologie d'anonymisation au sens propre du terme. Les données, elles sont toujours collectées dans le cadre d'un usage initial avec un consentement pour une finalité. On collecte les données de Jean Dupont dans le cadre d'un soin. Il donne son consentement. Eh bien, nous, notre technologie, elle arrive après cette étape, après que le consentement pour le soin a été collecté. Notre technologie, elle permet de transformer ces données personnelles avec la techno qu'on a développée en des nouvelles données qui sont des données anonymes. Il faut comprendre par anonyme des données qui sont des données virtuelles. On est incapable de revenir aux individus d'origine. Ces données virtuelles, des données de synthèse, des amas mathématiques qui permettent de protéger les individus et qui permettent de conserver la valeur informative du jeu de données. Et ce que cette transformation permet, c'est qu'elle change le statut juridique de la donnée. On passe d'une donnée personnelle à une donnée qui n'est plus une donnée personnelle. Non pas que ce soit une approche maligne d'un point de vue légal, mais étant donné que quand on a transformé Véronique Boursier en une nouvelle donnée de synthèse, on est incapable de revenir à Véronique Boursier, eh bien, cette nouvelle donnée, cette donnée de synthèse, ça n'est plus une donnée personnelle. Et comme ça n'est plus une donnée personnelle, elle n'est plus encadrée par le RGPD. Son statut juridique a changé. Et ce que ça permet, c'est que ça permet de partager sans dévoiler l'identité de Véronique Boursier et donc d'exploiter ces données à des fins éthiques, puisqu'on empêche que les données soient réidentifiées et on crée une sorte de solidarité autour de ce partage de la donnée qui est vertueuse pour les individus puisqu'elle est respectueuse, mais qui est vertueuse pour la collectivité puisqu'elle permet ce partage et donc l'enrichissement des enseignements qui peut être permis grâce à ces données. La transformation de ces données en données de synthèse, elle permet comme ce ne sont plus des données personnelles, de ne plus avoir à demander le consentement, ni même à avoir besoin de demander l'information pour que ces données soient transformées et donc exploitées pour des finalités secondaires. Parce qu'en fait, la transformation qui est faite, elle est compatible avec le consentement initial, dont la vocation, en fait, est de continuer à protéger les individus à l'origine de ces données. D'un point de vue conceptuel, notre méthode, ce qu'elle permet, c'est qu'elle permet de créer de la protection des individus, de prouver la protection et de garder ce qu'on appelle la granularité, la finesse du jeu de données. Alors, en fait, anonymiser, après vous avoir expliqué que c'était assez compliqué, la réalité, c'est que c'est assez simple, mais souvent, quand on anonymise, on dégrade la qualité de l'information. Ce qui est compliqué, c'est de garder exactement la même structure du jeu de données qu'on a en sortie, qui soit exactement la même que celle qu'on avait en entrée. Et donc, c'est ce que notre technologie permet, c'est-à-dire de ne pas faire de compromis. Alors, la technologie a plusieurs caractéristiques. En fait, elle est à l'opposé de ce que des modèles d'intelligence artificielle font. C'est-à-dire que nous, on crée des individus de synthèse à partir d'une observation locale. C'est-à-dire qu'on ne va pas observer d'un point de vue global ce qui se passe dans un jeu de données pour générer un nouveau jeu de données. On va partir d'un individu et depuis cette observation, avec la techno qu'on a développée, on développe un individu de synthèse. Et c'est parce qu'à un moment, on a dans la méthode le lien entre le point de départ et le point d'arrivée qu'on a réussi à générer des métriques qui permettent de mesurer le niveau de sécurité que l'on apporte. Donc, c'est-à-dire qu'on protège, mais aussi on prouve la protection qu'on apporte.
On conserve la finesse de l'information, et donc cette finesse de l'information, elle permet d'exploiter les données qui sont générées de la même façon que celles qu'on exploitait initialement, les données personnelles, mais de façon tout à fait éthique. Donc ça permet l'interopérabilité des usages. Notre technologie est une technologie qui permet de paramétrer l'anonymisation en fonction d'un usage. Je pense que l'anonymisation, ce n'est jamais une solution, c'est toujours une solution dans le cadre d'un contexte. Je vous donne une illustration, ce n'est pas la même chose d'anonymiser un jeu de données qui est d'une cohorte dans un CHU si l'objectif c'est de le partager en interne pour faire de la recherche, que si on veut partager ce jeu de données avec une autre structure de soins, ou si on voulait partager ce même jeu de données pour faire de l'open data. Ce n'est pas du tout la même chose, et on comprend bien que le niveau de confiance qu'on accorde dans nos partenaires, il n'est pas le même, et si ce n'est pas le même, les dispositions de sécurité qu'on doit prendre ne sont pas les mêmes non plus. On a une question d'Étienne Lardeux. Le consentement initial tient compte de l'éventuel accord pour ce type d'usage, ou bien même où il n'y a pas besoin de demander. Le consentement initial. Alors, le consentement initial, il est indispensable. C'est-à-dire que quand la donnée est collectée, elle est toujours collectée avec un consentement. En revanche, ce qui se passe, c'est que la transformation de ces données initiales pour lesquelles on a collecté un consentement, ça ne requiert pas ni un consentement, ni une information supplémentaire si on veut anonymiser les données pour pouvoir les partager. On a une deuxième question dans le chat. Y a-t-il des organismes certifiants pour le process d'anonymisation par analogie avec le vote électronique, où des certifications sont requises pour déployer une solution? Alors, il y a un institut dont la responsabilité de faire respecter le RGPD, c'est la CNIL, qui doit faire respecter le RGPD, enfin, qui a pour mission de faire respecter le RGPD. Et donc, nous, on les a sollicités pour statuer sur le statut de la méthode, et on leur a demandé d'évaluer la méthode. Donc, ils ont évalué la méthode et ils n'ont pas trouvé d'obstacle à la démonstration de conformité de la méthode. Et donc, c'est la suite de ma présentation. C'était une parfaite transition. Merci pour cette question. En fait, il y a un groupe de réflexion européen qui s'appelle le G29, je vous donnerai le site, qui fait référence à une publication qui a été faite sur ce qui caractérise une méthode d'anonymisation, qui a statué sur les critères, les 3 critères qui permettent de déterminer si une méthode d'anonymisation est une méthode d'anonymisation ou pas. Alors, il y a 3 critères. Le premier, c'est l'individualisation. Le deuxième, c'est la corrélation. Et le troisième, c'est l'inférence. C'est 3 critères qui vont être observés et sur lesquels on va devoir, quand on a une méthode d'anonymisation, démontrer on respecte ces 3 critères. Donc, nous, on a, avec la CNIL, fait cette démonstration. Ils n'ont pas trouvé d'obstacle à la démonstration de ce critère, et donc ils ont permis de conclure que la méthode était une réelle méthode d'anonymisation. Et c'est tout à fait révolutionnaire dans les usages, parce que ça permet d'exploiter la donnée pour des usages secondaires et de le faire avec des données qui sont des données éthiques. Alors, quand on dit que c'est des données qui sont éthiques, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir un usage de données éthiques qui ne soit pas éthique, mais ça, c'est une autre question. Et le groupement du G29 a publié un répertoire des technologies qui existent. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la pseudonymisation. Il y a d'autres techniques, bien sûr, et qui fait l'état des lieux sur le niveau de protection qui est apporté par chacune des méthodes. Et en fait, la méthode, elle permet ce recueil montre qu'il n'y a aucune méthode aujourd'hui qui permet de gérer le risque de façon certaine sur ces 3 critères, ce que nous, on est capable de faire. Alors, je vais vous l'illustrer de façon assez simple pour ne pas être trop technique, mais en fait, pour chaque donnée, on va générer un individu de synthèse
je vais reprendre Véronique Boursier comme exemple, mais si on voit que le point en haut à droite en gris, c'est la donnée originale et que c'est Véronique Boursier, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Véronique Boursier est dans le jeu de données? Et en fait, elle se pose très fortement parce que dans le cas que je suis en train de vous partager, imaginons qu'on ait une attaque d'une personne qui vienne dire Véronique Boursier était dans le jeu de données, je sais que comme elle était dans le jeu de données, elle a telle ou telle pathologie, et comme elle a telle pathologie, je ne vais pas déclencher une action par la suite. Je ne vais pas lui donner par exemple un prêt. Elle n'aura pas de prêt bancaire parce que je sais qu'il y a un risque, etc. On peut imaginer tous les scénarios, non éthiques qu'ils pourraient imaginer. Donc toute la question, c'est OK, on veut exploiter les données, on veut protéger les individus, mais on veut aussi être capable de donner les éléments à la structure qui va utiliser la technologie pour prouver que Véronique Boursier n'était pas dans le jeu de données, ou alors pour prouver à l'attaquant qu'il n'est pas capable de prouver qu'elle l'était. Donc comment on fait? Eh bien, Véronique Boursier, la question c'est est-ce qu'elle était dans le jeu de données? La réponse c'est oui, elle était dans le jeu de données. Vous voyez, Véronique Boursier, elle est ici, en haut à droite, et son avatar, il est ici. Et bien l'attaquant, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait toujours une attaque par proximité. Il va attaquer et dire Véronique Boursier, je la connais très bien, c'est ma voisine de palier, et puis de toute façon, j'avais accès à ces données, on ne sait pas comment, mais les attaquants sont toujours les personnes qui ont les informations qu'on n'aimerait pas qu'ils aient, et donc ils attaquent par proximité en disant et en affirmant Véronique Boursier, elle est dans le jeu de données parce qu'il y a un point qui est ici, juste à côté, et donc c'est la preuve que Véronique Boursier est à côté, puisque ce point-là lui ressemble comme deux gouttes d'eau, donc je fais l'allégation que Véronique était dans le jeu de données. Eh bien, nous, en fait, ce qu'on vient de dire, alors que d'autres méthodes disent, en termes de défense, vous n'êtes pas capable de prouver que Véronique était dans le jeu de données, nous, notre réponse, elle est différente. Elle est de dire, l'avatar qui ressemble le plus à Véronique Boursier n'a pas été généré par Véronique Boursier. L'avatar qui le ressemble le plus n'est pas issu de Véronique Boursier. Et donc ça, on a une métrique qui permet de le démontrer, qui dit, dans 95% des cas, l'avatar le plus proche de la donnée personnelle n'a pas été généré par cette personne. Et ça a l'air très simple, mais en termes de protection, c'est radicalement efficace. Et donc là, on est capable de prouver que Véronique n'était pas dans le jeu de données, ou plutôt on est capable de démontrer à celui qui cherche à prouver que Véronique était dans le jeu de données qui n'est pas capable de le prouver. Et donc, comme il n'est pas capable de le prouver, il ne peut pas savoir. La réalité, je vous l'ai dit au départ, c'est qu'elle est présente dans le jeu de données, mais que grâce à cette preuve, il ne peut pas le prouver. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions dans le chat. Ok. Donc, on a un business model de vente de logiciels, un autre business model où on va récupérer des données et on les anonymise pour le compte de nos clients. Alors, je vais vous donner une rapide illustration de comment on fait pour anonymiser les données. Je vous ai dit qu'on crée un lien entre une donnée individuelle pour générer un avatar. Donc, on fait une modélisation locale d'un individu dans son environnement et chaque individu est la cause de son avatar. Ce qui est contre-intuitif, c'est qu'on crée un lien entre l'individu de départ vers l'avatar et qu'en fait, c'est ce propre lien que l'on détruit par la suite. Mais c'est grâce à ce lien qu'on réussit à déterminer des métriques de protection sur la sécurité qui viennent transformer les usages en permettant de protéger, mais aussi de prouver la protection. Donc voilà, on va faire cette modélisation locale, on va regarder les voisins les plus proches et on va générer grâce à ça un individu de synthèse qui se trouvera dans l'aire que vous voyez en bleu. Alors il peut être n'importe où dans cette aire-là. Donc la méthode va assez loin puisque si on fait une première, une deuxième, une troisième fois, on n'aura jamais le point au même endroit. Donc je vois en parallèle une question sur la préservation de la pertinence statistique des données, si j'ai bien compris ça. En fait, toute l'idée, c'est que la méthode, elle s'assure de plusieurs choses. La conservation des corrélations dans les variables, premièrement, et la conservation des distributions des variables. Donc, si on a une variable avec une courbe gaussienne, on va retrouver exactement
la même distribution de la courbe. Et donc, on s'assure de cette pertinence par construction de la méthode qui va permettre de pouvoir trouver les mêmes conclusions que celles qu'on avait initialement. Donc, vous voyez, par exemple, un jeu de données, vous voyez, c'est des données personnelles. Et bien, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va créer un nouveau jeu de synthèse, vous voyez, qu'il se superpose. Et on va donc, enfin, je vous donne une illustration, hein, on grossit en périphérie, vous voyez le chemin, alors c'est exclusivement pédagogique ce que je vous montre, puisque je vous ai dit que ce chemin-là, on ne le conserve pas, mais on va montrer, enfin, on va créer pour chaque individu son individu de synthèse, et ce qu'on va utiliser en sortie, c'est un nouveau jeu de données, qui sera le jeu de données anonyme, et qui va permettre de pouvoir faire les analyses qu'on veut de façon éthique. Donc, si je vous donne une illustration sur un jeu de données, que je vous fais une petite démonstration en temps réel, et qu'on s'intéresse à un point en particulier, hein, vous voyez en haut à gauche du jeu de données, et que donc là on prend un point, on prend 10 individus, et que en fait on va faire ça autant de fois qu'on a de points, on va faire autant de modélisation qu'il y a d'individus sur le jeu de données, et grâce à ça on va générer pour chacun des individus un individu de synthèse. Alors là je vais vous le montrer avec le lien qui va être conservé à des fins exclusivement pédagogiques, mais bien sûr on le détruit par la suite. Et ce que je voulais vous montrer et vous illustrer, c'est que dans la méthode il y a de la stochasticité, c'est-à-dire qu'on crée dans la méthode à plusieurs niveaux de l'aléa, de façon à ce que même avec la recette de cuisine de cette transformation, on soit incapable de réidentifier les points qui sont les données personnelles. Donc si on refait une anonymisation de ce jeu de données, eh bien, vous voyez qu'une deuxième fois, on n'aura pas exactement les mêmes points. Et donc ça, c'est volontaire, c'est pour empêcher par de multiples questions de pouvoir avoir accès aux données initiales. Donc voilà, si on le réitère plusieurs fois, voilà ce qui se passera. On a de nouveau une question d'Étienne qui nous dit, là on voit des projections 2D qui elles-mêmes transforment les données initiales, point d'interrogation. Alors, comment préférez-vous dans ce cas de usage? Là, on voit des projections 2D qui elles-mêmes transforment les données initiales. Oui, alors, donc j'en ai pas parlé, mais c'est en effet une analyse en composantes principales. Donc, c'est juste un outil qui permet de visualiser les jeux de données, mais en fait, ce qu'on visualise ici sur une dimension, enfin, pardon, 2 dimensions, j'aurais pu vous le montrer sur 3 dimensions, mais malheureusement, nos capacités visuelles ne nous permettent pas de déplacer la 3e dimension. Donc, on le visualise sur, là, je vous l'ai montré sur 2, mais on le visualise sur 3 dimensions dans notre logiciel. Mais évidemment, nous, ce qu'on fait là sur les 2 dimensions, c'est sur l'intégralité des dimensions. Alors, que ce soit sous forme de PCA ou sous forme alors, je suis en train de chercher pour les variables catégorielles le nom de la méthode qui est en train de m'échapper. C'est la fin de la journée, veuillez m'excuser, mais on le fait aussi sur des variables catégorielles ou des variables numériques. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je serais ravi de répondre aux questions que vous pouvez avoir. La conclusion vraiment que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de justification à ce qu'on fasse prendre des risques de réidentification quand on fait des analyses et qu'on n'est pas dans le cadre d'un usage personnel. Ce que je suis en train de vous partager, c'est des éléments qu'on a partagés aussi il y a à peine une semaine, ou il y a plutôt une semaine jour pour jour au Health Data Hub. Et donc vraiment, nous, on est persuadé que dans 10 ans, on regardera cette situation en se disant, et dire qu'il y a 10 ans, on utilisait des données qui pouvaient faire prendre un risque de réidentification. Et je pense que ça nous choquera autant de regarder ça dans le rétroviseur dans 10 ans que ça nous choque aujourd'hui de nous dire qu'il y a encore pas très longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de vote. C'était pour vous, hein, Véronique, cette conclusion. Pas de souci. Merci beaucoup pour la présentation. Merci, M. Briac, pour cette présentation. J'aimerais que vous nous donniez quelques précisions sur les aspects
techniques au-delà, disons, de la présentation disons, de la méthode là, que vous avez présentée. Typiquement, vous travaillez sur des très grosses quantités de données. Est-ce que vous utilisez des calculateurs à haute performance? Est-ce que vous utilisez des logiciels ou en tout cas des bibliothèques de logiciels très spécifiques? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions là-dessus? Alors en fait, la méthode, elle a été développée pour pouvoir s'adapter à des gros jeux de données. Elle est complètement parallélisable. Donc la question du volume de données n'est pas une problématique en soi. Pour l'anonymisation, la problématique, elle est plutôt sur des très petits jeux de données. Et donc aujourd'hui, on n'a pas accès à des très gros calculateurs. Mais grâce à la technologie qu'on a développée et la façon dont elle est architecturée, on peut vraiment siloter les calculs et les paralléliser de façon à avoir des temps de calcul qui soient vraiment rapides. En termes de bibliothèque ou de langage, qu'est-ce que vous utilisez? Alors, en fait, la technologie qu'on a développée, c'est une technologie propriétaire, donc elle repose sur des brevets, donc c'est pas du tout de l'open source. Donc, je pourrais pas rentrer dans les détails, plus dans les détails de la méthode, mais c'est une technologie d'intelligence artificielle. Qui est basée sur une approche d'intelligence artificielle. Vous avez vu que l'intuition qu'on utilise au départ, c'est du KNN sur les voisins les plus proches. Donc, c'est cette technologie. Et puis après, derrière, en fait, c'est une méthode qu'on a déposée qui est protégée par un brevet qui permet, un brevet de méthode qui permet de construire des individus de synthèse issus des observations individuelles. Dans le chat, on a plusieurs questions, notamment celle de Lionel. Quand on a parlé des méthodes d'anonymisation, est-ce qu'il y a un nom pour comment on doit désigner cette méthode d'anonymisation? Alors en fait, elle n'est pas issue d'une famille générique dont on pourrait dire qu'elle est issue. Elle est complètement unique. Et donc, c'est pas du cas anonymat, c'est pas du differential privacy. Elle est pas, c'est évidemment pas de la pseudonymisation ou de la L-diversité. C'est une technologie qui est issue d'Octopite et donc qui est exclusive. Et la dernière question de Julien, comment gérez-vous la cohérence des données liées, code postal et ville par exemple, ou plus compliqué pour le contenu et montant d'une facture? Alors c'est une bonne question. Dans la transformation à laquelle on procède, on s'assure de garder les distributions des variables et les corrélations. Je vais vous illustrer ça avec un exemple très simple. Un enfant de 15 ans qui fait 1,50 m et 62 kg, si l'anonymisation qui est faite sur cet individu implique que son âge soit modifié, on va garder les corrélations. Donc, on va, s'il a dans le jeu de données qu'on génère d'avatar, il a non plus 15 ans mais 14 ans, on va modifier sa taille et son poids en corrélation. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser, on regarde les corrélations qu'on a au départ et on les maintient à l'arrivée. C'est-à-dire que l'individu qu'on va générer, il va être statistiquement plausible. Et donc, il va garder son pouvoir d'information. En fait, ça implique que, avant de faire l'anonymisation, on connaisse le jeu de données et on sache les liens qu'il y a entre les différentes données. Donc, sur des données de santé, il faut être expert du sujet. Je vous donne une illustration caricaturale, mais tout le monde sait que, ou au moins encore aujourd'hui, les hommes ne peuvent pas être enceintes. Et si dans un jeu de données, au départ, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants et 0 pour les différentes personnes, le 0 pour une femme n'a pas le même sens que le 0 pour un homme. Et donc, dans l'interprétation qu'il faudra faire en amont du jeu de données, le 0 est incorrect pour un homme, puisque l'homme ne pouvant pas être enceinte, c'est plutôt un NA que un 1-0. Et donc, on va s'assurer de garder vraiment des corrélations
sur le jeu de données. Si on a des corrélations qui sont fixes, par exemple, l'indice de masse corporelle, il est issu d'une formule de calcul toute simple, et bien ça, en amont de l'anonymisation, il faut soit le détecter ou le savoir pour qu'on puisse garder, pour qu'on puisse bien conserver les calculs des indices de masse corporelle. Et donc, c'est exactement la même chose. Si on veut conserver les corrélations, je crois que la question, c'est sur des codes postales et des villes, c'est pareil. Alors, on va prendre juste la dernière question, parce qu'il est déjà 7h15. Donc, Étienne, avez-vous vérifié la performance post-anonymisation, par exemple, sur un classifié, en testant le jeu initial et le jeu de synthèse? Alors, c'est une bonne question, hein, c'est ce que, en fait, c'est vraiment l'objet du besoin. C'est-à-dire qu'au départ, le postulat, c'est OK, on veut protéger. Donc, si on est capable de protéger et qu'en plus on est capable de prouver la protection, c'est que déjà on est content. Mais cette question-là est pertinente dans le sens où la finalité, ça reste quand même de pouvoir utiliser et exploiter les données. Donc, si on a protégé les données et qu'on est en train de dégrader toute l'information, la qualité dans sa finesse et même dans les conclusions, ça n'a plus aucun sens. Donc, c'est très facile, en fait, quand on a un jeu de données, de faire des conclusions statistiques dessus, de se poser des questions et de confronter les questions qu'on a sur le jeu de données anonymisé et donc de confronter les deux conclusions, celle sur le jeu de données personnelles et celle sur le jeu d'avatar. Et bien, en fait, la réponse, c'est que oui, bien sûr, on a fait cette corrélation entre les différentes conclusions qu'on était capable de prouver, et c'est ce qui nous fait dire aujourd'hui qu'on affirme qu'il n'y a plus aucun risque de faire prendre, enfin, plus aucune raison de faire prendre un risque de réidentification des individus, parce qu'on arrive à avoir les mêmes conclusions avec un jeu de données sous forme d'avatar que sous sa forme initiale de jeu de données personnel. Merci beaucoup. Didier va conclure, mais juste avant, est-ce que vous pouvez me redonner les droits et moi, pour que je puisse partager l'écran. Alors, ça, on va pouvoir reproduire, vous poser éventuellement des questions. Ça y est, ça va être bon. Et en tout cas, Monsieur Briac, je vous remercie beaucoup de... Non, c'est pas vous êtes encore animateur, si vous pouvez me mettre en animateur. Moi, je vous ai redonné les droits là. Ah, c'est bon. Non, un instant. Je vous remercie beaucoup pour ce brillant exposé sur la méthode que vous avez développée. Vous l'avez fait de manière très pédagogique. Ça nous a permis de comprendre quel était le contexte d'utilisation. Et au-delà de ce contexte d'utilisation, ça nous a permis de toucher des aspects algorithmiques tout à fait passionnants sur les tentatives de levée d'anonymat. Merci en tout cas pour cette contribution. J'invite maintenant les participants à aller sur le questionnaire qui permet d'évaluer l'organisation de notre soirée, de façon à savoir ce qui vous a plu et ce que l'on peut faire la prochaine fois. Et après avoir rempli ce petit questionnaire avec un QCM et 2 questions ouvertes, eh bien, nous nous retrouverons dans un after-work dans différentes salles.